L'échiquier international, bienvenue à vous. Nom de côte, B2 Namous, base militaire secrète de l'armée française située aux confins de l'Algérie encore colonisée, les militaires se transformant en civils puisque les essais chimiques auront lieu bien après l'indépendance. Alors pourquoi cette base suscite et a suscité tellement de débats sous couvert de non-divulgation des archives encore à ce jour? Eh bien la fameuse base de B2 Namous, c'est un des plus vastes centres d'expérimentation d'armes chimiques au monde, au sud de Beni Ounif, à peu près 100 km de large sur 60 de long. Sur ce site, on a testé ce que l'arsenal militaire comprend d'agents chimiques jusqu'en 1978 avec l'accord des autorités algériennes, de l'anthrax, sport de charbon, testé à travers des munitions hautement toxiques. Ce gigantesque champ d'expérimentation est si opaque que lors des accords d'Évian, les documents inhérents ont été publiés de manière incomplète avec une annexe secrète. Paris et Alger ont toujours affirmé que les dernières bases de l'armée française ont été fermées en 68. Pas tout à fait faux puisque c'est une société civile française officiellement qui poursuivra les expérimentations jusqu'en 1978, sauf qu'on évoque une contamination des sols et que Paris a toujours et encore à ce jour refuse la restitution des plans de campagne d'essai des armes chimiques et biologiques afin de procéder à des campagnes de contamination. Quand la France expérimentait des armes chimiques en Algérie, on en parle et c'est tout de suite. Et pour évoquer les expériences chimiques françaises en Algérie et ses conséquences dramatiques, puisqu'on parle rien de moins d'un écocide, nous en parlerons en deuxième partie. Pour l'instant, nous recevons Christophe Lafaye, historien et archiviste. Christophe Lafaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, je vous en prie. Alors Christophe Lafaye, l'existence d'une base militaire opaque française en plein Sahara algérien, Oued Namous, dans la wilaya de Béchar, a été utilisée pour des essais d'armes chimiques et bactériologiques durant et après l'indépendance de l'Algérie. Le grand public a appris son existence qu'en 1997. Première question, pourquoi garder le secret durant tant d'années après les accords d'Évian de 1962? Qu'est-ce que le projet B2 Namous a de spécial pour vouloir le cacher? Alors, B2 Namous était une base secrète de l'armée française, évidemment stratégique, puisque c'était le plus vaste espace pour pouvoir justement tester en conditions réelles les armes chimiques, mais aussi les armes biologiques, ainsi que les différents vecteurs d'emploi, c'est-à-dire les munitions, missiles, etc., et aussi tout ce qui était matériel de protection et de décontamination. Donc c'était ça, au départ, l'objectif de cette base. Et donc elle était hautement secrète, puisque depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les programmes chimiques ou biologiques des pays occidentaux étaient bien évidemment extrêmement sensibles, et ces pays-là n'y communiquaient absolument pas dessus. Donc l'origine en fait du secret de B2 Namous revient à cet impératif de silence sur ces programmes qui étaient menés dans les années 20 et dans les années 30 dans pratiquement tous les pays occidentaux. La base en question a été fermée qu'en 1986. Est-ce que les expérimentations ont duré jusque-là? Alors, si on veut revenir historiquement, la date de naissance de cette base, donc de B2 Namous, c'est 1934. Alors la date de 1934, pourquoi? Parce que la France, à ce moment-là, a vu arriver son principal adversaire, l'Allemagne, avec le parti nazi au pouvoir, et il y a eu en France un sursaut et une relance des programmes chimiques, ne serait-ce que pour se préparer à une guerre qui pouvait paraître à ce moment-là inévitable. Donc ce site est devenu très important pour pouvoir retester tous les toxiques de la Première Guerre mondiale. Donc, on peut considérer que ce site de B2 Namous a été utilisé pour tester, valider ces toxiques-là jusqu'au début des années 60. Voilà. Essentiellement, au départ, ça a été des toxiques qui étaient essentiellement issus de la Première Guerre mondiale. Il y a eu ensuite d'autres périodes par la suite. Après la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux toxiques sont apparus. La guerre froide
aussi s'est mise de la partie et le site a reconnu un regain d'activité, cette fois-ci dans le cadre de l'OTAN, puisqu'il y avait des échanges scientifiques dans le cadre de l'OTAN. La France n'était pas seule à utiliser ces polygones. Des scientifiques d'autres pays venaient assister aux essais chimiques qui se déroulaient sur place. Et ça jusqu'en 1962. Voilà. Après l'indépendance de l'Algérie, c'est encore un autre cycle qui s'est enclenché. Alors justement, je tiens à souligner que l'Algérie accepte la réouverture de baie de Namous en 1965, enfin ça fait partie du cadre du renouvellement du contrat du bail, préalablement établi par les accords d'Évian de 1962, et que ce ne sont plus officiellement les militaires français qui opèrent, mais des civils français qui s'adonnent à des expériences. C'est là, avec la société industrielle Sodetech, c'est une société d'études techniques et d'entreprise générale du groupe Thomson qui obtient le contrat. Alors, il s'est passé quoi concrètement sur ce gigantesque site, deuxième plus grand site du monde pour ce champ d'expérimentation pour les armes chimiques? Quels sont les produits toxiques utilisés? Alors, à partir de l'indépendance de l'Algérie, on rentre vraiment dans une autre phase. La France avait besoin de conserver ce polygone d'essai pour pouvoir, encore une fois, tester toutes les nouvelles armes chimiques et en particulier les gaz neurotoxiques, qui étaient la grande nouveauté de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour besoin aussi de pouvoir tester des armements biologiques, puisque la guerre, si elle devait avoir lieu, la Troisième Guerre mondiale, serait une guerre nucléaire, mais précédée vraisemblablement d'emplois massifs d'armes chimiques et d'armes biologiques. Donc, entre 1962 et la fin, je dirais, de l'exploitation du site vers 1978, c'est tout l'arsenal, en fait, chimique et biologique qui a été testé sur place. Voilà. Donc, sur toute l'étendue, il y a bien évidemment eu des essais, d'après ce que j'ai pu documenter, pour pouvoir voir quels étaient les effets de dispersion des missiles, des obus, enfin de tous les vecteurs qui pouvaient être capables de transporter à un moment donné des armements chimiques. De tester aussi du matériel, des véhicules. Est-ce que les véhicules qui étaient utilisés pouvaient résister à des attaques chimiques? Donc, il y a eu aussi du matériel qui a été entreposé dans ce désert pour faire l'objet aussi d'attaques avec des munitions chimiques, pour voir si le matériel réagissait bien et protégeait correctement les gens qui pourraient se trouver à l'intérieur. Et bien évidemment, il y a eu aussi, et ça en particulier, et c'est ça qui est aussi très préoccupant, des tests avec des armes biologiques, de l'anthrax, des spores de charbon. Là aussi, dans une optique de voir comment disperser au mieux ces agents et aussi comment le matériel de protection pouvait réagir à des attaques de ce type-là. Et ce sont en tout cas ces essais-là qui posent un problème sérieux puisque les dommages et les effets peuvent encore se faire sentir dans le sol. Voilà. On a appris tardivement l'existence publiquement de ce site. On l'a appris qu'en 1997, officiellement, avec le journaliste du Nouvel Observateur Vincent Jauvert, qui enterre à la fois le secret militaire et diplomatique, en quelque sorte. Or, le journaliste avait raconté la difficulté d'enquêter sur le site de baie de Namous. Au total, ce sont à peu près 5 personnes qui ont accepté de témoigner, plus ou moins librement à l'époque. 2 seulement ont accepté d'être identifiés. L'ambassadeur Philippe Robérol, chargé d'affaires français-Alger en 1967. Et il y a également, surtout, Pierre Messmer, le ministre des Armées du général de Gaulle, qui avait lâché baie de Namous. C'était vraiment très très secret, vous savez. Comment vous y êtes pris pour recueillir les archives? Alors le problème, c'est qu'effectivement, comme pour la question de la guerre chimique en Algérie, on se heurte à des dispositions du Code du patrimoine qui nous empêchent d'accéder à l'intégralité de ces archives. Donc certaines sont accessibles au niveau des archives diplomatiques, par exemple. En France, on arrive à trouver les échanges qu'il y a pu y avoir entre les autorités françaises et algériennes pour le prolongement du bail de baie de Namous. Donc ces archives sont ouvertes. On trouve aussi des éléments sur le fonctionnement du camp, sur la manière dont il était implanté, etc.
On trouve quelques éléments, mais finalement, les archives qui seraient d'importance, ce sont les archives des plans des essais qui, elles, sont des archives sensibles, non communicables, qui sont pour l'instant au sein du ministère des Armées. Et ce sont ces archives-là qui permettraient véritablement de faire un point très précis sur les toxiques qui ont été utilisés, à quelle quantité, sur quel lieu, ce qui permettrait de faire un petit peu un bilan toxicologique de ce qui a été déversé sur le sol algérien et voir par la suite s'il y aurait en tout cas des opérations d'urgence à mener de décontamination. Donc ce sont ces archives-là qui sont extrêmement sensibles, qui sont d'importance et qui pour l'instant sont absolument incommunicables. Mais est-ce qu'on a une idée du niveau de pollution ou de l'impact de ces produits sur les sols algériens? On sait par exemple que l'anthrax peut demeurer une centaine d'années dans les sols. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de la pollution? Justement, tout l'enjeu est là. Pour pouvoir avoir une idée la plus précise, c'est-à-dire basée sur des éléments scientifiques et pas des spéculations, parce que pour l'instant, l'absence d'archives et l'absence de documents concrets sur ces essais nous force en tout cas à être pour l'instant essentiellement sur des spéculations. Mais voilà, c'est tout l'enjeu de cette ouverture des archives, c'est de pouvoir faire un bilan toxicologique extrêmement précis de ce qui a été déversé sur le sol, de voir quels sont les dangers encore actuels et pouvoir procéder à des opérations de décontamination. Alors oui, on sait qu'il y a eu des tests avec l'anthrax, on sait qu'il y a eu aussi des tests avec des spores de charbon. Ce sont des toxiques qui restent extrêmement longtemps dans le sol et qui peuvent se réactiver par la suite. Donc là aussi, c'est tout l'enjeu d'avoir les plans précis des sites d'essai pour savoir vraiment où la pollution est critique et pouvoir intervenir. Alors, il y a eu en 1981, ça c'est indiqué aussi dans les archives, une action de décontamination, mais ces quelques mots dans les archives, on ne sait absolument pas quelles sont les actions concrètes qui ont pu être menées. Donc, il y a quand même encore une opacité extrêmement importante sur les campagnes d'essai, sur les toxiques utilisés, qu'ils soient chimiques ou biologiques, et sur l'impact encore possible sur le sol et sur les populations. Et si effectivement on est sur des zones qui n'ont pas été décontaminées correctement, on pourrait parler, à l'image de ce qui a pu se passer aussi au Vietnam avec l'utilisation d'agents orange, d'écocide. Mais pour pouvoir être fixé et pour pouvoir intervenir, il faut absolument que ces archives puissent être transmises au gouvernement algérien. Mais est-ce qu'on sait si des militaires français ou des ingénieurs ayant travaillé sur ce site, est-ce qu'on sait s'ils ont été contaminés? Est-ce qu'on connaît par exemple s'ils ont été dédommagés pour une éventuelle contamination? Est-ce qu'on a des pistes sur ce domaine-là? Alors en France, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la question des essais nucléaires, dont des dispositions qui ont été prises en 2010 pour pouvoir indemniser les personnes qui avaient été victimes des incidents autour des essais nucléaires. Mais autour du site de Bédenamous, il y a une relative encore opacité sur ces questions-là. Voilà, il n'y a pas d'archives qui nous permettraient, en tout cas, de documenter précisément le déroulement de ces campagnes d'essais et de savoir si potentiellement il y a eu d'éventuelles victimes françaises. Donc là aussi, ça c'est un point qui reste à éclaircir. En tout cas, moi ce que j'ai pu collecter comme témoignage, puisque lorsque j'ai travaillé sur la guerre chimique, cette fois-ci dans le cadre des grottes, j'ai interrogé des anciens de la batterie armes spéciale du 411e régiment d'artillerie antiaérienne qui pouvaient être amenés à intervenir ponctuellement à Bédenamous, et certains m'ont fait part d'incidents qui s'étaient produits avec des munitions d'hypérite qu'ils étaient en train de tester sur place. Donc il y a des probabilités d'incidents, mais encore une fois, le manque d'accès aux archives, le manque de transparence ne nous permet pas pour l'instant d'avoir des réponses fermes et définitives sur cette question. Le manque de transparence qui suscite l'inquiétude d'Alger. En octobre 2024, on se rappelle, le président algérien Abdelmadjid Tebboune
avait interpellé Paris en demandant de venir nettoyer Oued Namous, où la France avait développé donc les armes chimiques. Paris refuse de divulguer ou restituer des plans de campagne d'essais d'armes chimiques ou biologiques pour tenter une évaluation du risque et débuter peut-être une action de décontamination. Est-ce que ce type d'action de décontamination, est-ce que ça a eu lieu ailleurs à l'international? Combien de temps ça prend? Quels moyens faut-il? Comment ça se passe concrètement? En fait, tout dépend. Là, il faudrait laisser parler les experts du domaine NRBC, donc nucléaire, biologique, radiologique et chimique, qui pourraient avoir en tout cas une parole plus forte que la mienne. Mais encore une fois, il faut identifier précisément quels sont les types de toxiques. Par exemple, si on parle des spores de charbon, ça, par exemple, je sais qu'il faut creuser et enlever une partie du sol pour être sûr que les spores ne soient plus présents. Donc, l'intérêt d'avoir les plans des sites, c'est d'avoir, en tout cas des campagnes d'essai, c'est d'avoir l'implantation précise des endroits où ont été déployés ces spores de charbon. Donc, ça permettrait, en tout cas, un grattage du sol qui serait extrêmement efficace. C'est large, baie de Namous, hein, c'est 100 km sur 60, je le rappelle. Hein. Exactement, mais c'est pour ça que ces plans sont impératifs, parce qu'ils permettraient d'avoir une vision extrêmement claire des endroits qui sont en tout cas suspectés d'avoir été le plus contaminés par ces agents toxiques. Il y a des précédents entre la France et l'Algérie. On peut se rappeler aussi des barrages qui avaient été minés le long de la frontière avec le Maroc et la Tunisie. La France a fini par restituer les plans de pose de mines, mais il a fallu attendre 2007 pour que ça soit réellement fait. Donc là aussi, la question se pose pour ces archives sur les essais chimiques et biologiques. Il y va là aussi d'un enjeu de santé publique en Algérie. Je pense que la France doit sérieusement considérer cette question. Justement, il y a une loi sur mesure sur l'incommunicabilité des archives concernant baie de Namous, des archives qui sont toujours, du moins on le pense, hein, qui se trouveraient au ministère des Armées, avec une législation sur mesure qui verrouille donc les documents, la diffusion des documents. Qu'est-ce qui peut débloquer ce verrou en termes juridiques? Alors ce verrou juridique, il est bloqué pour les chercheurs et pour monsieur et madame tout le monde. L'article qui permet en fait ce verrouillage des archives, c'est l'article L213.2 du Code du patrimoine, donc la loi de 2008, qui rend incommunicable à vie les archives qui permettent de concevoir, de localiser ou d'utiliser des armes de destruction massive. Donc les armes chimiques et les armes biologiques en font partie. C'est-à-dire, j'explique pour les téléspectateurs, c'est-à-dire on aurait peur de diffuser les archives, on aurait peur de donner des idées aux particuliers pour concocter ou préparer des armes chimiques. Voilà. C'est ça en fait le fond du verrouillage. Mais sur ces archives précisément qui concernent les campagnes d'essai à baie de Namous, on pourrait très bien imaginer non pas une restitution aux chercheurs ou à monsieur et madame tout le monde, mais une transmission des archives d'État à État pour que les spécialistes ensuite français et algériens puissent travailler ensemble pour justement mettre en place un vrai plan de décontamination. Je dirais, il y aurait des moyens effectivement de contourner ces archives. Il faut que, en tout cas au niveau de l'État français, il y ait une démarche qui soit faite de restitution vers l'État algérien directement et pas forcément via les chercheurs. Le plus important, c'est que l'État algérien puisse disposer de ces archives pour évaluer au plus précisément possible quelles sont les atteintes environnementales, quels sont les toxiques utilisés et quelles sont les actions qui pourraient être ensuite menées sur le terrain pour décontaminer de la manière la plus efficace possible les sols et les rendre ensuite pleinement sains pour la population. Comme on avait fait avec les mines, on se rappelle, vous l'avez dit, hein, il y a un instant, Paris avait restitué les archives des mines en 2007, ce qui avait permis des actions de déminage, et on avait découvert l'ampleur et le visage du colonialisme, puisqu'on était arrivé aux chiffres
incroyable de 20 millions de mines déposées notamment dans les deux bordures est-ouest avec la frontière tunisienne et marocaine, si bien que les opérations de déminage ont été finalisées qu'en 2017. Peut-on arriver à ce type de coopération et de résultats concernant les armes chimiques et biologiques? C'est tout un autre domaine. C'est un domaine qui est aussi d'importance puisqu'on touche la santé publique. On touche la santé publique et à partir de ce moment-là, je pense qu'il devrait y avoir une collaboration plus rapide, plus efficace. Pour la question des mines, je dirais, il a fallu quand même attendre 2007. Donc entre 1962 et 2007, il s'est quand même passé un laps de temps où les populations ont été exposées au risque de simplement de leur vie d'exploser sur ces mines antipersonnelles. Donc je pense que la guerre maintenant est terminée depuis quand même assez longtemps. On devrait pouvoir quand même entreprendre ces démarches d'apaisement et quand même d'une manière un petit peu plus rapide, puisque là, en l'occurrence, ce sont des enjeux forts de santé publique. Est-ce que la France devrait participer à ces actions de dépollution? Alors, vous savez, moi, j'ai mon regard d'historien, voilà, qui essaie de comprendre un petit peu pourquoi nous en sommes arrivés là et quels sont les éléments historiques qui ont fait que ce site a été implanté là où il a été implanté et quels sont les types d'essais qui ont été faits. Après, je dirais les décisions politiques doivent rester dans les mains des diplomates et des politiques. Je pense que moralement, bien évidemment, ça serait important que la France, en tout cas, entreprenne cette démarche de restitution de ces plans et contribue aussi à la dépollution de ce site qui a été extrêmement important dans la défense de l'Europe occidentale durant la guerre froide et qui a permis à un moment donné aussi à la France de se protéger contre des dangers qui n'étaient pas virtuels, qui étaient extrêmement réels à cette époque-là. Donc je pense qu'il devrait y avoir une action effectivement conjointe de la France. D'ailleurs, il me semble que le président Hollande, en 2012, avait essayé de lancer une initiative dans ce sens. On n'en a pas forcément beaucoup entendu parler. Mais je pense que d'autres initiatives devraient être relancées. Ça me semblerait tout à fait normal. C'était en décembre 2012 où un accord avait été conclu entre le gouvernement français et le gouvernement algérien lors de la visite de François Hollande, à l'époque président, visite à Alger, pour que la France entreprenne la dépollution chimique du site de Bédonamous. Mais c'était insuffisant. Mais avec les données que vous avez récoltées et que vous présenterez bientôt, alors Bédonamous, on a expérimenté durant des années des produits chimiques, biologiques en tout genre. Comment évaluerez-vous le risque d'écocide à ce niveau-là? Je sais, il faut beaucoup d'autres recherches pour avoir une réponse précise, mais est-ce que vous avez un début de réponse par rapport à ce risque? Comment vous l'évaluerez? Assez important, puisqu'à partir du moment où on a testé des armes dont les effets peuvent résister, en tout cas les principes actifs peuvent survivre dans le sol pendant plus de 100 ans, il y a un risque effectivement de contamination et de passage dans la chaîne alimentaire et de contamination des personnes. Donc le risque est important. Voilà. Et il doit être évalué d'une manière scientifique, la plus précisément possible, sur la base de ces documents. Moi, ça me semble être véritablement indispensable. Après, pour tout ce qui est la première vie, en tout cas, du site de Bédonamous, lorsque ce sont essentiellement des agents de la Première Guerre mondiale qui ont été utilisés, en particulier de l'hypérite, etc., on peut imaginer que les effets, en tout cas, aient disparu. On peut l'imaginer. Mais encore une fois, l'accès au plan et des tests permettrait aussi d'évaluer les quantités qui ont été déversées et potentiellement les toxiques qui pourraient encore se trouver dans le sol à la suite de la dégradation de ces premiers produits chimiques. Donc encore une fois, c'est véritablement fondamental que ces archives-là puissent être rendues accessibles parce que il faut un vrai travail scientifique, il faut que des spécialistes se penchent sur cette question pour pouvoir évaluer précisément les types de risques auxquels sont encore exposées les populations. Voilà.
Dernière question, Christophe Lafaille, vous avez travaillé également en Afghanistan, vous avez avec vos travaux fait le parallèle avec l'agent orange répandu au Vietnam, alors que ce soit avec l'agent orange, l'affaire de l'agent orange, mais aussi la guerre en Afghanistan avec, on sait, des soldats américains qui ont été contaminés à cause de l'uranium dû à la décomposition des armes qui ont été utilisées en Afghanistan. C'est rare quand même qu'un gouvernement reconnaisse entre guillemets, les dérives de son armée. Pour les gouvernements, l'exécutif, ces opérations n'existent pas puisqu'elles sont frappées d'un secret défense. Alors là, effectivement, c'est la question du secret au sein des États est toujours quelque chose de difficile à lever pour les chercheurs ou pour les journalistes. La question de lever les secrets d'État est toujours quelque chose qui est extrêmement compliqué. Là, en l'occurrence, pour la question de Bédenamous, ce site était parfaitement identifié. Il avait une fonction qui était une fonction de centre d'essai. Donc, toutes ces activités étaient, je dirais, contrôlées, étaient recensées, étaient analysées. Donc là, on devrait pouvoir disposer je dirais, de ressources pour pouvoir évaluer effectivement d'une manière très précise les atteintes environnementales. Voilà. Pour Bédenamous, pour moi, c'est possible. Là où c'est effectivement plus compliqué, c'est lorsque l'on parle, par exemple, de la guerre chimique qu'il y a pu avoir dans les grottes pendant la guerre d'indépendance, où là, effectivement, il y a encore une reconnaissance qui n'a pas eu lieu de la République française et qui est très problématique. Merci Christophe Lafaille, historien, archiviste et chercheur. Vos travaux portent également sur l'usage des armes chimiques par les sections d'armes spéciales de l'armée française durant la colonisation en Algérie. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.